Bonjour et bienvenue. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. While we meet today on a virtual platform, I would first like to acknowledge that McGill University is located on land which has long served as a site of exchange amongst Indigenous peoples, including the Haudenosaunee and the Anishinaabe nations. We do this to acknowledge the importance of the land on which we work, study, and live, and to acknowledge the complex web of relationships of which we are part. Aujourd'hui, nous offrons l'interprétation simultanée en français et anglais. Il y a une icône interprétation dans le panneau au bas de l'écran. Cliquez pour voir des choix de langue. We are offering simultaneous interpretation today for this event. If you would like, an interpretation icon is located at the bottom of your screen. You can click on it to choose your audio channel. Je voudrais vous présenter Daniel Bélan, directeur de l'Institut d'études canadiennes de McGill et professeur James McGill au département de sciences politiques de l'Université McGill. Daniel? Merci Blair. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Hello everyone. Thanks for joining us today. The McGill Institute for the Study of Canada is a Center for Canadian, Quebec, and Indigenous Studies programs at McGill University. We support an interdisciplinary approach to the study of Canada by bringing together students, researchers, and practitioners to discuss important issues about the country's past, present, and future. In addition to our academic programs, we also host public events such as the Roundtable today on a wide range of issues that are important for Canadians. Aujourd'hui, je suis très heureux d'ailleurs de vous dire que cet événement, cette table ronde sur le référendum québécois de 1995 est co-sponsorisé par le programme d'études sur le Québec de McGill qui fait partie maintenant de notre grande famille à l'Institut d'études canadiennes de McGill. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à notre table ronde virtuelle, évidemment, malheureusement, mais c'est le cas avec la COVID. Peu d'événements politiques dans l'histoire récente du Québec et du Canada ont suscité autant de passion que le référendum sur l'accession possible du Québec à la souveraineté tenu il y a 25 ans moins un jour, le 30 octobre 1995. Un quart de siècle après ce référendum, un référendum avec des résultats évidemment très serrés, un taux de participation exceptionnel de plus de 93 %. Il est clair que le paysage politique et social du Québec et du Canada dans son ensemble n'est plus le même en 2020. Comment percevons-nous cet événement clé de notre mémoire collective un quart de siècle plus tard? C'est la question, une des questions qu'on pose aujourd'hui. So today we'll have a Q&A following the lecture. And we invite attendees to use the Q&A box to put forth their questions at any time during the webinar. This webinar is being recorded and it will be uploaded online on YouTube next week. So you can rewatch it if you want, or tell your friends to watch it later on if they are unable to attend today. I would like you to introduce Graham Fraser, a senior fellow at the University of Ottawa and a member of the board of the McGill Institute for the Study of Canada. Graham is formerly Canada's longest serving Commissioner of Official Languages, commissaire aux langues officielles, on va dire dans les deux langues. And Mr. Fraser has been involved in many important issues have been involved in many different issues concerning language rights in Canada. C'est aussi un ancien journaliste qui était très actif évidemment à Québec, qui a couvert les travaux de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Donc, ça me fait très grand plaisir de présenter Graham Fraser qui va à son tour présenter nos distingués participants, nos panélistes, nos 4 panélistes. Alors, Graham, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir d'être ici dans cette table ronde virtuelle. Probably less important than my attachment to McGill and to the University of Ottawa is the fact that
I am a veteran of the Constitutional Wars. J'étais là pour le référendum de 80, les discussions constitutionnelles qui sont suivies, Charlottetown, le référendum. And for those of you who perhaps were not born in 1995, it's worthwhile putting this event in the context of those constitutional debates. In the 1960s, there had been a constitutional proposal that had reached a dead end when Jean Lesage refused to pursue it. Similarly, in 1970, the Victoria Charter failed when Premier Robert Bourassa withdrew his support for it. In 1976, the election of René Lévesque put an end to a series of constitutional talks, which later resumed after the 1980 referendum. In fact, it was the failure of René Lévesque's 1980 referendum by a 60-40 margin, which laid the groundwork for the negotiations which led to the patriation of the Charter rights and the patriation of the Constitution and the creation of the Charter of Rights and Freedoms without Quebec's agreement. Et c'était effectivement un refus du Québec à participer, ce sentiment de rejet du processus qui a amené à la Constitution, qui a produit d'abord des efforts d'avoir l'entente du lac Meech, puis ensuite, après l'échec de l'entente du lac Meech en 90, le référendum de Charlottetown, l'accord de Charlottetown et les deux référendums de Charlottetown qui ont échoué. In 1994, Jacques Parizeau, who had been René Lévesque's finance minister, but then become leader of the Parti québécois, won an election, and it was clear that he was determined to use his mandate to achieve sovereignty. And in the spring of 1995, he reached an agreement with both Lucien Bouchard and Mario Dumont on the process that would be pursued, the question that would be asked in the referendum, and the referendum was then called in September of 1995. First, I would like to present our panelists. J'aimerais présenter nos participants. Louise Beaudoin est une ancienne déléguée du Québec à Paris et ancienne ministre dans le gouvernement du Québec. Avec une formation en histoire, elle a joué un rôle clé dans les relations entre le Québec et la France pendant les gouvernements Lévesque, Johnson et Parizeau. Eddie Goldenberg is a lawyer and partner with Bennett Jones. He served as an advisor to Jean Chrétien in several capacities and as his senior policy advisor during the years he was prime minister from 1993 to 2003. John Paracella is a senior advisor at National Public Relations and began his career with Alliance Quebec in the Office of the Commissioner of Official Languages. During the 1980s, he was Director General of the Liberal Party of Canada and then worked as Chief of Staff for Robert Bourassa and Daniel Johnson. In 2009, he was named Quebec's Delegate General in New York. Éric Bédard est avocat et associé directeur pour le Québec du cabinet Fasken-Martineau. Il a fait des études en droit à l'Université d'Ottawa et à the University of Exeter en Angleterre. Membre de plusieurs conseils d'administration dans le domaine des arts et le commerce international, il spécialise dans le droit de travail et le droit administratif. Un peu comme Obélix, il était élevé dans une famille engagée en politique. Son père, Marc-André Bédard, était ministre de la Justice dans le gouvernement Lévesque. Il a été adjoint au chef du cabinet et secrétaire du premier ministre Parizeau. Ma première question est simple. Où étiez-vous le 30 octobre 1995? Et c'était quoi votre fonction? Where were you on October 30th, 1995, and what was your role? D'abord, Madame Beaudoin. Oui, bonjour Graham, bonjour à tous les participants. Et oui, j'étais députée de Chambly, j'avais été élue
en 1994, au moment où M. Parizeau, donc, étant chef du Parti québécois, est devenu premier ministre. J'ai eu beaucoup de difficultés à me faire élire dans Chambly et ailleurs, mais avant, j'avais plutôt perdu mes élections 3 fois et j'ai changé de région. J'étais à Québec et puis je suis déménagée sur la rive sud de Montréal où j'ai été élue, donc dans Chambly. Et en 1994, M. Parizeau m'a nommé ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes, donc au milieu de tout ce débat canado-québécois sur l'avenir du Québec, mais aussi ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Alors, c'est ce que je faisais au moment donc du référendum. J'étais membre de plusieurs comités, bien évidemment, là, étant donné mes fonctions particulièrement aux affaires intergouvernementales canadiennes. Très impliquée. Merci. Eddie Goldenberg. Thank you, Graham. Where were you on October 30th? Okay, first as a McGill graduate, I want to congratulate Danielle for putting this together. Where was I on October 30th? I was with Prime Minister Chrétien at the official residence at 24 Sussex. Why was I there? I was his senior policy advisor. I had worked for him for a number of years before he became Prime Minister. And the 2 years between the time he became Prime Minister in November of 1993 and the referendum in the end of October of 1995, I spent a lot of my time on developing and advising on the federal position when and if the referendum were to come. Éric Bédard, où étiez-vous? D'abord, j'avais 29 ans. Alors, j'étais à un point culminant au bureau du premier ministre d'une aventure qui, dans ma famille, avait commencé, comme vous l'avez souligné, Graham, dans les années 60. J'étais à un point culminant d'une expérience qui était unique dans mon esprit, puis qui est unique, en fait, par tous les standards, celle de construire un pays dans une économie avancée, suivant un processus démocratique dans le positivisme, mais après, dans un exercice de consultation publique qui est unique. Et cette journée-là, c'était une journée extraordinairement intense et je l'ai passée avec M. Parizeau toute la journée. Merci. John Paracella, where were you? Merci beaucoup. Merci, Graham. Puis comme mon ami Eddie Goldenberg, moi aussi, je suis un ancien gradué de l'Université McGill, donc je suis très heureux. Puis je félicite aussi Daniel pour l'initiative qu'il a pris aujourd'hui. Puis heureux de te revoir, Graham, parce que quand j'étais dans la vie active, tu étais journaliste qui nous couvrait. Moi, j'étais le 30 octobre, j'avais commencé ma carrière dans le secteur privé dans une firme de marketing, mais avant ça, j'avais dirigé la campagne de Daniel Johnson, qui était le président du comité du non. Donc, j'ai été dans le comité stratégique, ce qu'on appelait le War Room en même temps, du comité du non. Donc, la journée du 30, c'est sûr que j'ai commencé ma journée dans le War Room et j'ai fini ma journée sur un plateau de télévision pour commenter les résultats qui ont sorti cette journée-là. C'était dans mon cas, it was in my case, this particular referendum, the third referendum that I was in a strategic position at central headquarters. I did the 1980 referendum, I did the 1992 referendum, and I did the 1995 referendum. So I was able to be at the so-called war rooms of the day. So this one was a particularly stressful one compared to the other two. No kidding. Pour commencer avec le début, Louise Baudouin, vous avez passé une partie importante de votre carrière comme le bras droit de Claude Morin, qui était la définition même d'un étapiste. Quand Jacques Parizeau était élu en 1994, c'était clair qu'il prenait une autre approche, mais que stratégiquement, il voulait créer une alliance avec des nationalistes plus modérés comme Mario Dumont et Lucien Bouchard. Racontez-nous un peu cette démarche et comment vous l'avez perçue.
la campagne électorale qu'on irait vers un référendum pendant la première année, puis un référendum sur la souveraineté, parce que le référendum de 1980, que M. Lévesque avait promis quand on a été élu en 1976, n'a pas porté nécessairement, c'était sur des négociations, bon, etc. Et M. Parizeau, c'est vrai, avait une approche différente, mais je pense que M. Parizeau, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu à l'intérieur du Parti québécois pendant cette période et à l'intérieur, gagner aussi. Puis pour gagner, bien, il a compris, il savait très bien qu'on devait s'allier avec d'autres forces politiques pour y arriver. Alors, de là, donc, l'alliance, la grande coalition avec le Bloc québécois, dont Lucien Bouchard était le chef, et puis aussi avec, ça c'était la belle surprise, c'était Mario Dumont à l'ADQ. Alors, par conséquent, j'ai eu aucun état d'âme et moi, j'étais très favorable à cette grande coalition. Eddie Goldenberg, you'd also been involved in the 1980 referendum. How did this one appear to be different at the beginning? And how did the federal government perceive the preparations for the referendum that were taking place in the spring and summer of 1995? Well, I mean, it was 15 years difference. I think the principal difference in terms of perception, as Louise was saying, at least the first part of what she was saying, was that when Monsieur Parizeau won the election in September, I believe it was, of 1994, he promised a referendum on separation with a clear question within, I forget what it was, I think it was 8 to 10 months or approximately, within the year. So we started at the federal level to work very closely with Daniel Johnson's office, with John and I and Pierre Anctil, who was Mr. Johnson's chief of staff at the time, and Jean Pelletier, who was Prime Minister Chrétien's chief of staff. We met early on, John, if I'm not mistaken, I think it was about once a week, to put together what we could call a Federalist coalition to prepare for a question that we thought was, do you want Quebec to be a separate country? Not the question that was asked, and I think we'll get to that later in this panel discussion. And we had a very comfortable lead most of that time, so we worked pretty closely together. You asked me, Graham, what was the big difference between 1980 and 1995? I'd say if you go back to the referendum in 1980, it took place shortly after Pierre Elliott Trudeau came back to office at the end of February 1980 with a very strong mandate from the people of Quebec. In 1995, Prime Minister Chrétien was in a far weaker position in the province of Quebec for a number of reasons. We don't have to go into those right now, but he did not have the strength and the support in Quebec that Mr. Trudeau had in 1980. So, and I think that affected how we could frame the campaign. I think we depended, while Parizeau wanted to break up the country, we depended more on the provincial Liberals to take the lead in the campaign than Mr. Trudeau did in 1980. And I think that was the fundamental difference, because in 1980 the campaign was much more in terms of attachment to Canada, and in this campaign, where I think we made some mistakes, actually, it was more in terms of your pocketbook, and people tend to go with their emotions over their pocketbook sometimes. Éric Bédard, la période avant la campagne formelle était difficile pour le gouvernement et les forces du oui. Pierre Bourgault avait causé une controverse en prédisant un risque d'une situation dangereuse avec une victoire serrée du non, et que la quasi-unanimité des anglophones était raciste. Le député du Bloc, Philippe
Paré avait dit que le vote devrait être limité aux Québécois de souche. Et l'avocat Guy Bertrand, un ancien candidat à la chefferie du Parti québécois, a essayé d'avoir une injonction pour empêcher la tenue de référendum. Racontez-nous un peu cette période pré-référendaire, comment vous l'avez vécue, comment vous l'avez perçue. Ben, d'abord, il y a eu 2 périodes pré-référendaires. Il y en a une au printemps, puis il y en a eu une à l'automne. Parce que M. Parizeau avait déterminé qu'il y avait 2 fenêtres pour tenir le référendum, soit au printemps, soit à l'automne. Et il avait tenu, si vous vous souvenez bien, les commissions sur l'avenir politique du Québec qui avaient sillonné le Québec. Moi, je m'occupais beaucoup de coordonner, en fait, les résultats de ces commissions-là. Donc, il y avait une vaste au printemps, si on veut, il y avait une vaste période de consultation qui se tenait avec un rapport des commissions. Tout ça. Puis, pour être tout à fait franc, ça ne donnait pas exactement les résultats escomptés en termes d'intention de vote. Puis je me souviens que M. Landry, à cette époque-là, souhaitait peut-être qu'on retarde. Je me souviens encore, il a fait une déclaration sur la charge de la brigade légère à quelque part dans l'exercice. Et cette première période-là s'était soldée par bon, ben, on va y aller à l'automne, puis on n'ira pas au printemps. Et ça avait amené un paquet d'autres réflexions sur comment mener la campagne pendant l'automne. Puis la période de l'été, évidemment, c'était devenu une histoire où on n'était plus un, on était 3. Puis pour ceux qui en doutent, c'était réel. Il y avait pas une différence sur le fait que les gens voulaient créer un pays, mais il y avait une différence sur la perception que les gens avaient de leur gouvernance autour de ça. Et ça amenait toutes sortes de compromis. Puis évidemment, en politique, on travaille aussi avec la personnalité des gens. Il y en a qui appellent ça des égos, il y en a qui appellent ça de la personnalité, mais on travaille aussi avec la conciliation. Puis vivre une coalition, c'est différent que d'être dans le driver's seat au complet. Alors, l'été était consacré à faire des plans, à monter la campagne. Décision importante qui a été prise, c'est que la campagne serait menée sur une base très positive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le thème était oui et ça devient possible. C'était très audacieux là, comme choix. Mais encore une fois, le début de l'automne était très difficile, le mois de septembre. Puis c'est rare en politique qu'on peut mettre le point sur un point. Il y a eu dans cette campagne-là des points tournants. Puis c'est rare qu'en politique, qu'on est capable de faire ça. Mais le premier point tournant pour nous de cette campagne-là, vous avez parlé d'un certain nombre de choses que je pourrais discuter là, tout de suite après, mais ça a été, je me souviens de la déclaration de M. Garcia. M. Garcia avait fait une déclaration disant le 30 octobre, il ne faut pas gagner, il faut les écraser. Et le lendemain matin, puis nous autres, ça n'allait pas bien nos affaires, là. Mais le lendemain, quand on a vu cette déclaration-là, on a dit écoute, cette affaire-là, il y a trop d'arrogance là-dedans. Et les Québécois, on a ça. Puis le lendemain, on avait loué, ben, pas loué, mais acheté des espaces publicitaires dans tous les médias du Québec disant est-ce que nous nous ferons écraser? Et ça a été, je dirais, dans la campagne pré-référendaire, probablement l'élément le plus important. Pour les autres éléments que vous avez soulevés, écoutez, on peut faire toutes sortes de suppositions puis de supputations. Moi, j'ai connu M. Parizeau pendant des années. Je l'ai toujours connu, puis on va revenir plus tard sur la déclaration du 30 octobre, mais comme un homme du monde, un homme qui a étudié en Angleterre, un homme extraordinairement cultivé, très tolérant, dont la femme était polonaise, puis la plupart des ministres, en fait, Lucien Bouchard, sa femme était américaine. Je veux dire, il y a cette question de la tolérance-là. Les chiffres étaient ce qu'ils étaient. Là, je veux dire, on ne peut pas les nier. Pendant la campagne, c'est sûr que personne n'a jamais pensé que le oui aurait 50% du vote anglophone. C'est purement mathématique. Mais il n'y a jamais eu cette espèce, moi, je n'ai jamais senti, en tout cas, cette espèce de ségrégation-là. Par contre, l'histoire de Guy Bertrand est intéressante parce que moi, je coordonnais un peu la portion juridique du bureau du premier ministre avec le cabinet du ministre de la Justice. Puis, je me souviens que quand M. Bertrand a fait son injonction à la Cour, les avocats du gouvernement, en fait, qu'on avait engagés, à l'époque, c'était Réal Forêt qui nous représentait. Et puis, quand le juge, c'était le juge Pidgeon, je crois, qui entendait la cause, quand le juge avait dit qu'est-ce que vous en pensez, Réal Forêt s'était levé, puis il avait dit écoutez, monsieur le juge, la libération d'un peuple puis un référendum est une question politique, ce n'est pas une question juridique, et je vous annonce que peu importe votre décision, le gouvernement tiendra le référendum. Et finalement, c'est mort au feuilleton, puis on n'en a pas réentendu parler, peu importe la décision, parce que le juge Pidgeon avait rendu une décision un peu alambiquée, puis il faut être tout à fait honnête avec vous, on ne s'en est pas occupé.
John Parasella, Daniel Johnson succeeded in putting the Parizeau government on the defensive about the studies that had been prepared by Monsieur Lehir and knocked the government off message. The Globe and Mail's Réal Séguin called the formal debate on Bill 1 a week of calamity for the sovereignists. Tell me how things looked from your vantage point when the debate on Bill 1 ended in September and the campaign began. Well, you know, I sort of like tend to agree with Eric that there were two parts of this campaign. I basically don't do it by season. I do it basically what preceded the campaign. And I think what preceded the campaign was exactly what you indicated in your question. The government was on the defensive. The government had a good month of June when they were able to have this signature with Lucien Bouchard and Mario Dumont. So the coalition was established there, but we had a pretty good spring. And I would say the winter was still in our favor, and our poll numbers at the beginning of the campaign were putting us in the 55-45% range. You got to remember that the 1980 referendum was 60-40. So we were basically in that range. And I think this is where I have to agree with Eric. There was a discourse or speech made by a business person, person very well respected, Claude Garcia, who did talk about l'écrasement, and we could sense it in the war room that this was a non-starter, that this was going to put us on the defensive, and it did put us on the defensive. I would say the campaign, the pre-campaign, or at least until that point, we were winning clearly, and it was a clear victory that was going in our direction. Even though we didn't have a constitutional project to discuss like we had in 1980 with the so-called beige paper, which was a constitutional proposition that the Liberals would have presented had they won the election that followed the referendum. This time we were at the beginning of the PQ term, and we did not have a project as such. So the referendum campaign, when it began, we started ahead in the polls clearly, but that started to change after that discourse by Mr. Garcia. And then the other point that has to be kept in mind was the role, and I'm sure we'll talk about it in how this happened, the role that Lucien Bouchard was given as the négociateur en chef. Lucien Bouchard, a charismatic figure who had suffered a near-death tragedy about a year before, seen as a person who actually probably forced the coalition with a softer question, was seen as a moderate person. So it's clear that I keep telling everybody we might have won the pre-campaign, but we clearly lost the campaign. There's no doubt about it that we didn't end up nose to nose at the end because we had done a great campaign. On n'a pas réussi durant la campagne, on va y revenir tantôt, mais c'est clair qu'avant la campagne, on était dans une bonne situation. Après la campagne, ça change. Quand la campagne a commencé, ça a changé. Et le rôle de Lucien Bouchard est devenu très important au point que je peux vous dire que on parlait, quand on faisait nos focus group, on parlait de M. Bouchard et personne d'autre dans les personnalités dans ce référendum. Louise Baudouin, pendant les premiers jours de la campagne, moi, je me rappelle d'avoir croisé Pierre Petitcroux dans la rue à Montréal, puis il me disait que le résultat serait à peu près le même qu'en 80, 60-40. Puis, le 7 octobre, M. Parizeau a nommé M. Bouchard comme négociateur en chef. Puis, tout a semblé être transformé. Racontez-nous un peu comment ça s'est produit. Dire, c'est que, est-ce que ça va mon micro là? Oui. C'est que je remarque que je suis la seule élue dans le panel cet après-midi, la seule qui, après plusieurs tentatives, mais a réussi à se faire élire au bon moment, c'est-à-dire donc en 94. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès 94, au moment de l'élection,
Le national, donc le PQ national, nous avait dit en gros combien on gagnerait ou on perdrait dans chacun de nos comtés. Il faisait faire des sondages, etc. Et dans Chambly et partout au Québec, ça a été moins fort que prévu, en 1994. Alors là, ils nous ont donné des objectifs. Moi, j'ai été élue par 400 voix dans Chambly parce que c'était une ministre très influente du gouvernement libéral qui était mon adversaire, Lucienne Robillard, et par 47% des votes. Et là, on nous a dit, parce qu'on voulait donc gagner, que si on voulait gagner le référendum, dans une circonscription comme Chambly, il fallait atteindre 55% du vote, compte tenu de la population, du nombre d'anglophones, d'allophones, de francophones, compte tenu de la démographie et de l'histoire politique d'une circonscription comme Chambly, il fallait aller chercher 55% du vote. Alors, j'ai rien fait d'autre, moi, que d'être sur le terrain et de faire du porte-à-porte. Et c'est là qu'arrive justement toute la question concernant Lucien Bouchard. Partout dans mon porte-à-porte, je me faisais dire ceci. Je résume, en gros, M. Parizeau nous inquiète par les citoyens là que je voyais. Et Lucien Bouchard nous rassure. Alors, je passais mon temps à téléphoner donc aux organisateurs du parti en disant, mais là, il faut que Lucien Bouchard prenne davantage. Je ne savais pas quelle forme ça prendrait, là, ils ne m'ont pas consulté, mais je ne devais pas être la seule à avoir ces réflexions de la part des électeurs dans nos circonscriptions sur le terrain. Alors, ces paroles ont été entendues, je suis sûre, dans tout le Québec. Et puis un jour, donc Claude Plante, qui était un de mes amis qui travaillait au Comité national, m'a dit « Samedi, il va y avoir une très bonne nouvelle ». Alors que M. Parizeau, moi je veux juste dire ça en l'honneur de M. Parizeau, pour qui l'indépendance était la cause de sa vie, eh bien, il a dû trouver que ça valait la peine pour tenter de gagner, encore une fois, pour gagner de, en quelque sorte, laisser sa place dans l'autobus et puis dans les clés de l'autobus, donc à Lucien Bouchard, sachant ce que John vient de dire, puisque j'entendais tous les jours dans mon porte-à-porte dans Chambly, Lucien Bouchard nous rassure. Et si vous voulez qu'on vote oui, il faut que Lucien Bouchard soit plus présent. Merci, Éric Bédard, d'où vous étiez à ce moment-là. Comment avez-vous perçu l'impact de cette arrivée et est-ce que ça a été une décision très difficile pour M. Parizeau de devenir une figure presque obscure pendant la campagne? Alors, ben, il y a plusieurs éléments. D'abord, moi, j'étais assez étroitement associé à cette démarche-là. C'est une décision qui n'a pas du tout été improvisée. C'est une décision, c'est Jean Royer qui, avec M. Parizeau, était allé le voir sur la rue des Braves. Il s'était préparé avec le cabinet avant et puis est allé voir M. Parizeau. Puis honnêtement, Jean, je pense, l'a déjà commenté en plus que ça n'a pas été très long. L'idée là-dedans, comme le disait Louise, je pense qu'il faut se ramener un petit peu en arrière. On a parlé de la déclaration de M. Garcia, puis tout à coup, le début de la campagne, ça montait. Puis ça montait tous les jours, mais ça ne montait pas à la vitesse qu'il fallait pour arriver au résultat qu'on souhaitait. Donc, dans ce contexte-là, il fallait un accélérateur. Puis moi, préalablement à ça, j'avais eu l'occasion d'aller à une des premières sorties publiques de M. Bouchard après qu'il soit sorti de l'hôpital, qui était à Joliette, si mon souvenir est bon. Puis, je suis d'accord avec ce que vous évoquiez. Là, il y avait quelque chose de quasi religieux. Les gens voulaient littéralement le toucher. Alors, c'était quelque chose d'absolument unique. Puis, on en avait discuté. Puis, dans le fond, à travers ça, il y avait deux objectifs. Premièrement, accélérer la montée, puis donner un réel pouvoir à Lucien Bouchard, dont la notoriété et la popularité lui accordaient le mérite. Deuxièmement, il ne faut pas oublier l'autre chose. Là, dans ce tandem-là, parce que dans le fond, ce qu'on offrait, c'est un tandem, puisque Parizeau demeurait le premier ministre. Mais ce qu'on offrait, c'était
conserver l'intégrité de la démarche pour les indépendantistes avec M. Parizeau, qui est le premier ministre, mais accélérer le mouvement en donnant une forte touche d'humanité à travers Lucien Bouchard, une forte touche de proximité avec les gens à travers Lucien Bouchard. Des fois, on entend aux États-Unis pourquoi Bush a gagné contre Kerry alors que tout le monde disait que Kerry était plus intelligent que Bush. Ben, les gens, à la fin, ils aiment que la personne qui soit in charge ou perçue comme étant in charge puisse prendre une bière avec, puis il puisse personnellement se lier à cette personne-là. Puis M. Parizeau, les gens lui reconnaissaient énormément de qualité de préparation, mais avec M. Bouchard, il aimait prendre une bière. Puis à quelque part, là, c'était même un rapport qui était plus étroit, puis plus inqualifiable encore là, en termes de relations personnelles. Donc ça, c'est un mouvement qui a accéléré. Et puis, je me souviens, moi, j'étais là à l'Université de Montréal quand M. Parizeau l'a annoncé. La salle a explosé. C'était comme s'il y avait autour de ça, on l'attendait. C'est comme donner exactement ce que les gens voulaient, ce mix-là aux indépendantistes qui se disent, OK, la démarche est assurée. Puis, aux gens qui voulaient y croire, OK, on a quelqu'un en qui on se reconnaît, qui va pouvoir occuper un poste de commande. Donc, puis par la suite, si j'avais à dire quelque chose sur M. Parizeau, moi, je me souviens d'être dans l'autobus, je ne vous mentirai pas, c'est sûr qu'à un moment donné, il y avait du M. Bouchard partout, puis on avait moins, le groupe de M. Parizeau avait moins d'autobus, ça, mais M. Parizeau, je me souviendrai toujours qu'il me dit M. Bouchard, M. Bédard, parce qu'on se vous voyait tous là, au bureau de M. Parizeau, M. Bédard, le 1er novembre, c'est moi qui est premier ministre. Alors, il n'y avait pas de. Il n'a jamais douté de ça. Puis, il y avait cette phrase-là, M. Parizeau, il disait toujours si on veut y arriver, tout est bon dans le poulet. Lui, pour lui, ce qui était important, c'est de faire les compromis pour y arriver. C'était l'aboutissement de sa vie. C'était la création de quelque chose qui le dépassait complètement. Donc, je n'ai jamais. Au day-to-day, oui, des éléments des fois un petit peu plus complexes, mais sur le fond des choses, ça n'a jamais été une opération qui était très complexe. Merci. Eddie Goldenberg, when did you become aware that the race had changed and that it was going to become a much tougher contest than it seemed at the beginning? And tell us a bit about the internal debate that went on about whether Quebec could be partitioned. In your book, you write that by October 19th, there was an air of desperation. Well, Graham, you've asked me, I think, 3 different questions. And I'll try to answer them. And I'll try to come back to some of the things that Eric and Louise have said. The short answer to the question about when we thought it would be a closer race, probably it was in the polling about a week after the effective change in leadership between M. Parizeau and M. Bouchard. The first few days, the polling didn't change very much. I don't remember exactly the dates, but probably about the 16th, 17th of October, it started to change drastically with about less than 2 weeks to go. So that was the time that it would have changed. The Bouchard effect, as Louise has said, and as Eric have said, and John was considerable. He had effectively, as somebody had said, he had effectively come back from the dead. And there was almost a religious fervor. And he could get away, frankly, he could get away with murder. He said all sorts of things that would have put any other politician out of business right away. When he said that the problem in terms of demographics in Quebec is that Francophone women don't have enough babies. Well, you can imagine if any other politician had said that. When he said in terms of the economy, on a baguette magique, after we win, it'll be like a magic wand. Everything is going to be fine. But fundamentally, what they had done is they had named him as the negotiator in chief. And what is a negotiator in Quebec? A negotiator is somebody who arrives at a compromise deal eventually where things don't change that much. It's more incremental than transformative. So it was to make sure that the people understood that separation, according to Bouchard, would not be a fundamental break with Canada. Parizeau wanted a fundamental break. Parizeau was honest about it.
But then, you know, they had to, as Eric said, they had to compromise. Well, you don't compromise on your fundamental principle. And it was very interesting what Eric said, that Bouchard, that M. Parizeau told him on November 1st, I will be the premier. Well, that meant on November 1st, I'll go back to exactly what I wanted to do, which is probably a declaration of independence. So, Graham, you asked a question about, so I mean, the Bouchard effect was very important. Whether it was, I don't know, like, well, how honest it was in terms of what the ultimate objective was, something that one can debate. And I know that Louise and Eric will have different view on that than I do, and I respect that. In terms of the question of partition, what's interesting about it is that there should be a principle. There's some suggested, at least, that if Canada is divisible, surely Quebec is also divisible. And if Quebec is divisible, you know, people should understand that there's nothing easy about breaking up a country. That the end result of a yes vote could be, you know, the we slogan of tout est possible is, they were right. Anything could have been possible, including chaos and instability. So we looked at that. We looked about talking about it, and there was no doubt that talking about even the possibility of partition of Quebec would increase the no vote by 6 or 7%. And that was where Prime Minister Chrétien came from. However, the John Parizeau's people, the Quebec Liberals, were fundamentally opposed to even talking about the possibility that Quebec could be divided, rightly. And when we were talking about the possibly using partition as or the possibility of, or the theoretical possibility of partition as a, you know, in the campaign, it was at a time when we were winning. The polls were still pretty good. Bouchard had not taken over from Mr. Parizeau. And I know where I was on that. It was, we should do nothing that would break up the Federalist Coalition. And if we were to raise it, there was no question that it would have broken up the Federalist Coalition. So we decided not to raise it. Were we right or wrong? I'm convinced that we were right in doing everything we could to keep the Federalist Coalition together. Would it have been better to raise it if it had kept the Federalist Coalition together? Sure, but that's hypothetical and it didn't happen. I think the last question, part of your question, Graham, was the mood on October 19th. I guess I wrote in the book, in my book, that there was an air of desperation, but the mood may have been desperation. It was focused and determined that we have to move forward. We had a lengthy meeting in Montreal. We were behind in the polls. We had 10 days, having been far ahead in the polls. We had 10 days to go. We saw the impact of the Bouchard effect, and we said, geez, we got a problem. And how do we handle it? And we worked very hard during that. You know, I think it was a 3-hour meeting we had, and then we had another one the next day to try to figure out where we were going. We talked about the message that would be given over the next little while, the role of the Prime Minister of Canada. The Prime Minister had not had a big role up to then. At that point, Pierre Anctil, he and John were like twins, suggested that it'd be very important that the Prime Minister make a few speeches, including one on television to the nation, to show the importance of the significance of the possible outcome. And we set out a plan that we carried through over the next 10 days. But it was a very tough time for us. John Parizeau, you were in those rooms as well, and living some of those tensions within the Federalist Coalition. One of those moments of tension was when there appeared to be a contradiction between Daniel Johnson talking about
constitutional change, and Mr. Chrétien at the United Nations saying there was no question of any discussion of constitutional change. Tell us a bit about how some of those conflicts, how you lived through some of those meetings that Eddie just described. I think you're muted still. They were not easy, as you can imagine. And there was an incident where Mr. Johnson, leader of the No Committee, spoke about the eventual constitutional change where Quebec would be, its distinct character would be recognized. This was essentially included in the Meech Lake Accord that was set up to bring Quebec into the constitutional fold. So Mr. Chrétien and Mr. Johnson didn't see great difficulty in going that route. Mr. Chrétien had not been informed of this, and I think he was in New York, if I'm not mistaken, in the United States, with a microphone put in front of him, and he said basically this is not a constitutional time to talk about constitutional change or negotiations. It's time they want to break up the country, and it's time that we stay focused on that. And obviously, we have been, many of us in the No Committee, especially with the Quebec Liberals, we had come through the 1980 referendum with the notion that a yes, that a no to independence meant a yes to negotiations. And that was a positive message. In this campaign, we were basically, our slogan was very simple. We still see signs in the archives. It's no à la séparation, no to separation. And the PQ advertising was a lot more positive. It was, as Eric said earlier in the conversation, it was basically calling about the dream. Everything's possible, and the publicity was great. The coloring was great. They used flowers, and we needed something to get the emotion going. And I think this is where there might have been a breakdown in the communications, and that actually didn't help the situation. So we were basically in a position whereby the last 10 days were very crucial, and I think Eddie captured the mood and gave the right advice in what he did. There's no way we would have been able to rally to the notion of any partition du Québec. That's not part of the Quebec Liberal Party outlook on the future of Quebec. So it's clear that would not have succeeded. But I think what we really missed in this campaign, this is why I said earlier, we may have won the pre-campaign, but we lost the campaign. There was one element that made us win the 1980 campaign at 60-40, is that we gave hope. We let people know that there was a chance for change. There was a chance for the dream to come true. And we didn't have it in this. We were playing defense pretty well all along. And I think the thing to keep in mind, and I'll switch to French in saying it, les deux seules personnalités qui ont pris la parole pour parler à tout l'ensemble des Québécois, c'était deux députés du Parlement canadien, M. Chrétien et la réplique de M. Bouchard. On n'a pas eu un débat. Autant qu'on avait eu un débat un an avant entre M. Parizeau et M. Johnson pour qui était pour être premier ministre, là, dans cette campagne, dans la campagne sur l'avenir du Québec, le premier ministre du Québec n'a pas parlé à tout l'ensemble de la population. Le chef du non n'a pas parlé à tout l'ensemble de la population. Deux parlementaires, avec leurs convictions qu'on connaît très bien, ont parlé à l'ensemble de la population. C'est assez remarquable. Mais c'est ça qui s'est produit. Donc, on était loin qu'est-ce que j'appelle du rêve de 80. Et c'est pas surprenant que notre jeu défensif était nécessaire pour au moins sauver les meubles et gagner ce référendum-là. Graham, can I make just one quick point? When John talked about a breakdown in communications, this was a time before BlackBerries, before instant communication. So our campaigns, at that time, Mr. Chrétien was in New York, Mr. Johnson was in Montreal. Neither of them knew what the other was going to say, and there was no way of letting them know. It's the difference in electoral campaigns between then and now is just like night and day. Totally agree.
And Graham, perhaps at the end you'll come back, but I would really like to come back because on what Eddie has said, because I have a few, insiders' views about the same topics that he that it is put forward, just to give an idea. Please do. Well, on the whole partition thing, Moi aussi, Graham, après. Okay. On the whole partition thing, three things comes to my mind. The first thing is that we were convinced, and well, we never tested it obviously because it never came forward, that it would have a unifying, because obviously we had a unifying consequence on people, and we knew that the Liberals in Quebec would never go there because this was kind of out of consensus. The other thing we knew is that we were talking to Preston Manning, and they said that they would recognize a yes vote at 50+1. We knew that. And in our view, the chaos, and this is interesting because in our view, the chaos was on the other side on the morning after, because Preston Manning would recognize the yes vote. The Bloc Québécois member of Parliament would resign. Mr. Chrétien would be stuck with the only Quebecers in the House of Commons. How to justify this to negotiate? And actually, the history showed that his own minister had gathered without him at some point because they were having exactly the same issue as we thought. And for us, this issue was solved by this kind of, okay, the legitimacy to talk for Quebec after a yes vote is complicated. And Manning and his team will recognize the result of the election. So there was something, and I'm not saying that this is not a real issue, because I think it could have been a real issue, but there was a different thinking about it. And this is interesting what Eddie said about Mr. Bouchard's declaration, and that he could get away with a lot of things. But I remember that circumstances surveyed well, because I don't know if you remember, Eddie, but immediately after he made the declaration about demographic, the Montreal Canadian has fired everybody. And the day after, the only news that was I remember that vividly, because we look at the declaration and say, well, I'm not sure about that one. And the morning after, Montreal Canadiens has fired the coach, the director general, and everybody. That was the only news that people were talking down. And that kind of killed that news. And so that was just a little story I wanted to bring. You know, Eric, Mr. Bourassa used to say, if you want to raise taxes in the budget, do it when the Canadians are in the Stanley Cup Finals. Exactly. Louise, on les élèverait pas. Les taxes ne seraient pas relevées souvent par les temps qui courent, si je comprends bien, même si je ne suis pas beaucoup le hockey. Alors, deux choses. Je voudrais insister sur la partition, justement, du Québec, la division du Québec à l'intérieur. Il y a quand même eu la commission Bélanger-Campeau. Là, je veux le rappeler, ce n'est pas M. Parizeau qui a mis sur pied la commission Bélanger-Campeau, c'est M. Bourassa. Et dans cette commission Bélanger-Campeau, il y a eu des experts mondiaux de droit international. On peut encore consulter, bien évidemment, leurs travaux, et qui concluaient de façon unanime qu'en droit international, le Québec était indivisible. Alors, il y aurait eu aussi toute une discussion sur le plan international, et je suis contente d'entendre John Parizella dire que ce n'était pas là dans l'esprit du Parti libéral du Québec. Et puis, je reviens donc à M. Bourassa, à la commission Bélanger-Campeau, et puis au fait qu'au Parti libéral du Québec, il y avait des fédéralistes de bonne volonté, et qui auraient certainement voulu, on en avait déjà une certaine liste des noms de ces gens-là, qui auraient certainement voulu que tout se passe le plus tranquillement possible et le mieux possible par rapport justement aux intérêts des Québécois. Si on avait voté oui. Alors moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je veux juste ajouter pour John Parizella que si en 80, il y a eu cet espoir en disant il y aura du changement, mais M. Trudeau nous a menti, excusez-moi, là, mais en 1980, Pierre Trudeau est venu à Québec pour nous dire je mets nos sièges en jeu, etc.
Et le lendemain du référendum, moi, j'étais directrice de cabinet de Claude Morin. Jean Chrétien nous appelle, il est ministre de la Justice, et il dit là, on va changer la Constitution, on va la rapatrier. Le lendemain, on n'avait pas fini de pleurer toutes les larmes de notre corps, qu'on était déjà convoqués. Et vous voyez, le résultat final, vous l'avez dit, Graham, en commençant, 82, le rapatriement, puis jusqu'à aujourd'hui, le Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. Alors, mettons qu'en 95, ça aurait été difficile de nous faire croire qu'il y aurait un changement comme celui que M. Bourassa, dans l'accord du lac Meech, souhaitait. Peut-être je peux juste commenter, Graham. C'est clair que les forces fédéralistes étaient vraiment sur la défensive dans ce référendum-là, parce qu'il y a eu quand même l'accord du lac Meech qui a été signé en 87, mais qui n'a pas été ratifié jusqu'à la dernière minute. Et ça a laissé vraiment ses cicatrices. On a vu un mouvement, une montée en faveur de la souveraineté. Et M. Bourassa a été obligé de composer avec ça. M. Bourassa a été même l'objet d'une coupe de livres à l'effet qu'il n'a pas profité de l'occasion pour amener le Québec à la souveraineté. Après ça, on a fait un effort avec l'accord de Charlottetown. Je continue à penser que l'histoire va voir que Charlottetown était des gains réels pour le Québec, mais je respecte que la population a dit non. Et comme vous avez dit dans votre entrée, Graham, le reste du Canada a dit non. Donc on arrivait vraiment à une situation, on venait de perdre une élection, même si le score était quasiment égal, mais on n'avait pas énormément de rêves à présenter à la population comme tel. Sur la question de M. Trudeau, puis les gestes qu'il a posés, qui a amené à 82, c'est clair que moi, j'étais dans l'entourage de Claude Ryan et l'entourage, M. Ryan s'est opposé au rapatriement de la Constitution. Il y a eu quelques députés qui se sont désistés, ou du moins qui ont voté pour le rapatriement dans notre parti, mais le parti a pris une position qui était contre le rapatriement de la Constitution. Parce que nous, on aurait souhaité, honnêtement, qu'après le référendum, qui était dans la dernière année du gouvernement de M. Lévesque, où on avait gagné dans le référendum de 1980 la majorité dans 93 sièges, 93 comtés, qu'on aimerait gagner une élection. Puis quand on gagne une élection, nous allons nous asseoir sur la proposition que le livre beige ou M. Ryan mettait de l'avant. Ça ne s'est pas produit et on était dans une entente qui, au bout de la ligne, s'est terminée où le Québec n'a pas signé, même si le Québec est en coalition avec The Gang of Eight, je pense qu'on les appelait à l'époque, mais finalement, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Donc, c'est important quand même parce que ça, c'est sûr que c'était dans le, comment je dirais, c'était le baggage that we were carrying, the Federalist forces, the no forces, in the 1995 referendum. So it's not terribly surprising that a charismatic figure like Mr. Bouchard, with the fact that he was a personnalité rassurante, that he was a person who supported people, could have an impact. Unlike 1980, where we were the ones promoting also our dream of constitutional change, along with Mr. Lévesque's dream of a new Quebec or an independent Quebec. In this one, there was one dream, and there was playing hockey, playing defense on hockey. One question I'd like to throw out to everyone, in this period of social distancing and virtual campaigning, it's perhaps hard to convey to students the phenomenon of the massive rallies that took place during the referendum campaign. But I can recall three in particular. Lucien Bouchard's rally, which was almost like a religious revival meeting with people literally reaching out to touch his clothing. Jean Chrétien's Verdun rally, when at that point the no was trailing in the polls. There's some debate as to by how much at that point, but and the so-called Love in downtown Montreal, where people had come from across the country. I'm wondering how important you think those were, and particularly there was a
there has been a considerable debate about the impact of that final love-in in Montreal. Some people felt that it was counterproductive, that it repelled as much as it attracted support, and others that it was one of the things that made the difference in the final days, final hours of people making a decision. So I'll throw it out to the four of you. Qu'est-ce que vous pensez de ces grands ralliements comme impact à ce moment-là dans la campagne? Oui, si je peux me permettre, Graham. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, moi, je pense que ça a eu un effet très mobilisateur. Cette fausse déclaration d'amour, excusez-moi là, mais moi je pense que c'est une fausse déclaration d'amour que ce fameux love-in. Mais c'était la première fois, en tout cas en 150 ans, tu sais, ça fait que ça a duré une journée, puis bon, voilà. Alors, puis qui allait contre toutes les lois électorales du Québec, le camp du oui, le camp du non, s'était entendu sur 5 millions de dépenses de chaque côté qu'on devait respecter. En tout cas, disons que ça a été grâce à Via Rail, Air Canada, le président de TELUS qui a dit récemment dans les journaux qu'il était très, très content, lui, l'ex-président de TELUS, d'être venu à Montréal puis d'avoir enfreint les lois parce que la fin justifie les moyens. En quelque part, le Canada, l'unité canadienne pouvait justifier toutes ces enfreintes à la loi électorale québécoise. Mais je crois que ça a eu un effet mobilisateur et je l'ai vu sur le terrain. En d'autres termes, si l'élection référendaire avait eu lieu une semaine avant, le 30 octobre, peut-être qu'on aurait gagné. Parce que la dynamique, justement, était en notre faveur. Et que là, à mon avis, ça a eu un effet positif pour les troupes fédéralistes que moi j'ai constaté sur le terrain, dans ma circonscription. On a obtenu 55% tel qu'on le souhaitait, qu'on nous le demandait, mais tout juste 55%, et on a été comme freinés dans notre élan par ce pseudo-levée. Ouais, Eddie. ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, je pense pas que là, on parle de ce rallye-là. Moi, je n'ai pas souvenir, à part le rallye avec M. Bouchard où il a été nommé négociateur en chef, là, je n'ai pas vu d'autres immenses rallyes indépendantistes pendant cette campagne là, qui ont marqué autant l'imagerie populaire que le rallye du Love-in. Mettant de côté, là, et sont juste les remarques que Louise a faites là, sur le respect de la loi électorale, la loi sur les consultations populaires, moi, je ne pense pas que le rallye en tant que tel a convaincu des gens. Cependant, il leur a donné une fierté. Moi, je pense au camp, parce qu'à la fin, là, ça devenait, c'est même une question de fierté, puis on peut être en désaccord, là, mais il y avait plus d'énergie dans le camp du non, puis les gens étaient, c'était coup après coup, puis c'était difficile, puis là, les deux leaders s'étaient chicanés la semaine d'avant. Mais ce rallye-là a comme donné un new purpose, puis a motivé les gens qui étaient par ailleurs déjà convaincus, mais peut-être démobilisés, de se rembarquer pour les quelques jours qui restaient. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas, puis c'est comme ça que je l'ai ressenti. Par ailleurs, moi, je peux vous dire que j'ai passé la journée avec M. Parizeau cette journée-là. Sur un plan strictement personnel, là, c'était pas une belle journée. Là. Nous, M. Parizeau était à l'hôtel cette soirée-là parce qu'il y avait cette journée-là, avait dormi la veille dans l'hôtel là, et en sortant de l'hôtel, il y avait plein de gens avec des pancartes. Puis ils sont mis à frapper sur le dos de M. Parizeau, là, littéralement, avec les pancartes, puis à crier en anglais à M. Parizeau, toutes sortes de choses. Puis j'aurais d'autres incidents à vous raconter. Puis M. Parizeau ne souhaitait pas qu'on rende ça public parce qu'il disait, écoutez, nous, on veut donner une image de stabilité, on veut donner une image d'organisation, mais c'était pas le fun, là. C'était vraiment pas le fun de se promener dans les rues du centre-ville. Moi, j'étais comme, c'est pas la ville que je connais. Bref. Graham, I think I'm unmuted, am I? Yeah. Yeah. The first thing I'd say is that, you suggested that it'd be hard to convey the phenomenon of mass rallies, given virtual, social distancing, virtual campaigning, but you're not looking down south at Trump's rallies?
Fair enough. Okay, it was the same type of thing. As for the rally in Montreal, we all have different views as to whether it had an impact or didn't have an impact. My own view, and I'll come to the reason, the psychology of it, but personally, I don't think it had much of an impact one way or the other. I think it was a Friday before the referendum. I think people had more or less made up their minds by then. There's a lot of debate subsequently about whether it was important or not important. It was and I agree with what Eric would say. I think it was terribly important for the psychology of the rest of the country to feel that it had contributed. And as I think I said at the beginning, I think we made a mistake. In 1980, we had people from outside of Quebec who came. This is an issue of, quite frankly, you want to break up your country, but you're saying that people in the rest of the country should have no say in the breakup of your country. It made no sense whatsoever. So people wanted to demonstrate the attachment to Canada. People wanted to demonstrate from across the country that they cared, and they were prepared to come. And you say, I mean, Louise, you can talk about whatever the election expenses rules were, but you can't say you're going to break up a country and the rest of you, no, you can't participate in that. You're not allowed to spend any money. Let's say, anybody who thinks that breaking up a country would be easy, believe me, you look at the history of the world, and there are very few examples. You can find one or two where it's easy. It's not easy. It would not have been easy. It would not have been easy. It would have been chaos. And people did not want to see their country broken up. And that's why they came to Montreal. So I think it was psychologically, I think it was very important. Whether it made a difference, nobody will ever know that. Moi, je ne pense pas que ça a fait une grande différence, à part de peut-être des côtés peut-être psychologiques pour certains, mais il y a eu quand même 2 autres activités dans cette semaine-là, un peu plus tôt que le vendredi du Love-In. Le premier, c'était un élément qu'on oublie aujourd'hui, mais c'était l'intervention de Bill Clinton qui souhaitait que le Québec reste à l'intérieur du Canada. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, moi je me souviens drôle, M. Bourassa l'appelait toujours la prudence des Normands. C'était, je pense, Daniel Johnson père qui disait qu'on était prêt au Québec de donner tous les coups de pied au fédéral, sauf le dernier. Et je pense que le point de vue du président des États-Unis avait une connotation qui n'était pas quand même à négliger. Je trouve que Verdun est important parce qu'après le conflit Johnson-Chrétien sur la situation du caractère distinct du Québec, puis comme elle est dit, sans le monde du BlackBerry puis du iPhone, ça prenait une réconciliation des forces fédéralistes. Et Verdun a été un beau rallye pour ramener les travailleurs qui ont peuplé, puis les gens qui se sont joints à cette réunion-là à Verdun. C'était un pas dans la bonne direction. Il reste que 93,5% de la population s'est prononcée, du moins s'est déplacée pour aller voter. Et ça dit beaucoup sur le Québec et ça dit beaucoup sur la nature de notre démocratie. Moi, je prends plus cette attitude-là. Il y a des étudiants qui nous écoutent. Et moi, je regarde, on parle du 25e anniversaire, mais tu sais, c'est le 60e anniversaire du début de la Révolution tranquille au Québec. And when you look at what Quebec has done in the 60 years, from modernizing its society to becoming a player in international relations, to becoming influential in Canada, irrespective. I mean, when I was a high school teacher, I invited René Lévesque to come and speak to my students. And I was teaching in an English school. And Monsieur Lévesque came and he spent 2 hours with my students. There were 400 students. Madame Gracia O'Leary was the person who set it up, and Gracia remembers it as if it was yesterday. Madame O'Leary was his aide. And for me, it was very important to say that the sovereignty movement is a legitimate course of action for Quebec. But so is the renewal or staying in Canada, even if you don't renew the Constitution. So we were able as a country, and I know there are people listening to us and maybe beyond the borders of Montreal, but if there's one thing I'm very proud of, 25 years later,
is that we have dealt with issues like language, culture, and constitutional makeup in ways that are the envy of the world. Just to add, we don't need to take a gun. We don't need to set up a militia. We do it with a ballot. We do it with an argument, and I'm very proud of that. And I'm proud to be in forums with Eric and Louise, as I am always with my dear friend Eric. Eddie. No, that's thinking about me now. Eddie. The fact of the matter is that we should be very proud of what we've done as a society, both in Quebec and Canada as a whole. Mais non seulement ça, John, je veux renchérir là-dessus parce que c'est pas seulement que l'exercice était démocratique, c'est que 20 000 votes qui changent de base, ça c'est un vote par pôle, puis le résultat est différent, puis tout le monde retourne travailler le lendemain matin. Là. Tout le monde rentre au bureau le lendemain matin. Certains, comme moi, avec d'immenses déceptions, mais tout le monde retourne travailler. Personne se tape sur la tête. Puis un vote par pôle aurait changé l'histoire, puis aurait créé un nouveau pays sur la Terre. Là. Il y a autour de ça quelque chose où non seulement de décider de le faire par la démocratie est noble, mais de décider de vivre avec un résultat aussi serré sans avoir les historiques qu'on peut observer ailleurs. C'est peut-être en même temps une réponse à Eddie. Moi, j'ai jamais pensé, quand il faisait référence à ce qui s'est passé dans l'histoire, j'ai jamais pensé que l'expérience québécoise et canadienne, d'ailleurs, était quelque chose qui est... En fait, j'ai toujours pensé que c'est quelque chose qui était unique. Puis je pense qu'on aurait traversé cette étape-là de la façon unique dont on l'a vécu pendant 100 ans. On a 20 minutes et j'espère qu'on peut, pendant au moins 15 minutes, on peut répondre aux questions qui ont été posées. Donc, je vais poser une seule dernière question. Si le monde ordinaire, si en général on retient des souvenirs de la soirée du 30 novembre, c'est les paroles de M. Parizeau, que je crois choquer autant les souverainistes que les fédéralistes, où il a parlé de l'argent et le vote ethnique. I'd like everybody to say a little bit about what their reaction had been at the time and what the impact of that phrase of money in the ethnic vote. Eddie. Mute. Ça crée OK. plus. Je suis encore. Oui, ça va? Je disais qu'il faut revenir aux paroles exactes de M. Parizeau et le Devoir a consacré cette semaine quelques bons articles à ça. Il a dit l'argent, ce qui était vrai, à mon avis, l'argent, bon, c'est sûr, l'argent ruisselait là, en dehors du camp du non, là, et puis il y a des gens qui ont fait des calculs, puis l'argent. Bon, il a dit des votes ethniques. C'est en anglais, j'imagine, ce serait ethnic votes et non pas ethnic vote. Il a dit des votes ethniques et j'y tiens. Puis moi, je ne veux pas accabler M. Parizeau. Moi, j'étais là, j'étais sur le terrain. On a gagné dans Chambly, j'ai perdu. Je veux dire, bon, le rêve de ma vie à ce moment-là, puis le rêve peut-être d'une bonne partie de ma génération. Mais je voudrais au moins, je veux dire, que les paroles exactes soient répétées et que historiquement, en tout cas, là, ce soit compris dorénavant, même si le Devoir, comme je vous dis, le Devoir a vraiment fait une très bonne job là-dessus cette semaine. Alors, premièrement. Deuxièmement, ben, c'est sûr que le lendemain matin, quand M. Parizeau a convoqué le comité des priorités, il nous a tout simplement dit qu'il démissionnait. On était là. Il nous a dit, je m'en vais, je démissionne à 5 heures cet après-midi. Alors, voilà, il avait pris sa décision. M. Parizeau jouait le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Et puis, il avait exprimé cette décision à Stéphane Bureau dans un entretien donc télévisé à TVA, qu'il quitterait s'il perdait. Et puis, c'est ce qu'il a fait.
Et après ça, donc, Lucien Bouchard est arrivé. Et puis là, c'est toute autre histoire qui commence, en effet, pour le Parti québécois. Mais la décision de M. Parizeau, puis là, Éric qui a passé la journée avec lui, mais en tout cas, moi, le lendemain, au comité des priorités, c'est ce qu'il nous a dit. Sa décision était déjà prise. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait rien à faire. C'était sa détermination à M. Parizeau de quitter s'il perdait, même par les quelques milliers de votes qu'on a perdus. Anyone else? One of the questions that I have from Sabrina Sotirio, are there any regrets with any of the decisions taken in the pre-campaign, pre-referendum campaign and pre-campaign? Any regrets looking back at how things were implemented or strategized? If there had been different decisions, might the results have been different? What I would say, it's a great question, but hindsight's always 20/20. And you can look back and say I should have done this differently, or I shouldn't have done it differently. The campaign was what it was, and we had a result, and it was over. I think that in life, it's easy to look back and say, geez, I wish I'd done this differently, or I wish I'd done something else differently. But I think you always have to look forward. I'm of that thinking. I think, though, I'm a little bit more critical about what happened on Meech Lake. I think Meech Lake was a missed opportunity, a very important missed opportunity. Le Parti québécois actually did not support Meech Lake, so they can't claim that they would have agreed with it. But I think Quebecers, the way situations evolved since, would have come to accept Meech Lake as a step forward. And I think we'd be in a different place right now. So in my view, the referendum of 1995 would have had a lot less reason to take place had Meech Lake passed. And I think it was a missed opportunity. But that's my personal opinion. I respect those who might think that it didn't go far enough or it went too far. But the process, I was there. I was in the last week of the negotiations, and I was there, and I spoke to people from Newfoundland the morning of the decision. I saw what happened with Manitoba, and I think it was an historical mistake. But as I said earlier, we're a model, and I think I like the word that Eric Bédard used, unique, Canada and Quebec, and I think we've survived it, and I look forward and I look to the future as well. Louise, des regrets? Non, moi, j'ai pas de regret d'avoir pris 40 ans. J'ai 75 ans aujourd'hui, d'avoir pris 40 ans de ma vie à tenter de faire quelque chose, en effet, qui me semblait. Lucien Bouchard a dit hier que de toute l'histoire de la Nouvelle-France à aujourd'hui, que ça aurait été le moment historique de gagner, je veux dire, pour les Québécois, je veux dire, bon, quelque chose d'extraordinaire et de formidable, et puis bon, une aventure finalement, donc je suis tout à fait d'accord avec lui. On l'a raté, moi je sais, je comprends, puis j'admets, puis je n'ai jamais remis en cause cette question-là. Je vais simplement dire à John que pour le lac Meech, il a suffisamment raison qu'à ce moment-là, personnellement, je travaillais à Téléfilm Canada et j'avais un job de rêve à Téléfilm Canada. Et quand en juin 90, le lac Meech, parce que le Terre-Neuve et le Manitoba ont refusé donc d'appuyer l'accord, et bien c'est là que j'ai démissionné de Téléfilm Canada en me disant c'est notre chance. À nouveau, il va y avoir ce que M. Lévesque nous avait dit en 80 à la prochaine. Ben, c'est là que ça va se passer. Ben, en 95, on n'aura jamais passé si près. Mais en tout cas, ça a été la grande affaire de ma vie. Et puis moi, je ne regrette rien du tout. Ça a été formidable du début à la fin, sauf le soir, des résultats qui m'ont évidemment déchiré le cœur.
Moi, il n'y a pas de question de regret, mais je veux juste faire un peu de push sur ce que Louise vient de dire. Le référendum de 95, en fait, c'est pas le référendum là. Je pense que c'est plus le départ de Bouchard qui arrivera un peu plus tard, qui marque la fin d'un cycle. Puis en politique, les cycles, ils arrivent, ils reviennent. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle qui a pris naissance dans la décolonisation et dans lequel le mouvement québécois s'est inséré et a puisé les racines éventuelles de tout ce qui s'est passé jusque-là. Ça ne veut pas dire que le cycle ne revient pas au nom de d'autres, puis on pourra en parler. Je suis sûr que vous aurez d'autres questions éventuellement, mais pour moi, toute cette question qui ne se termine pas au référendum de 95, qui se termine avec le départ de Lucien Bouchard, beaucoup plus, c'est tout simplement un cycle qui se termine, puis qui laisse la place à d'autres cycles pour revenir. Moi j'aimerais ça intervenir aussi sur ce point-là parce que pour moi, c'est émotif parce que moi, mon père est un immigrant italien qui est arrivé ici avec très peu d'éducation. Et ma mère était irlandaise. On est élevé beaucoup dans un contexte anglophone de culture. Moi, je me décris aujourd'hui peut-être anglophone de culture, mais francophile de choix. J'ai pu gagner ma vie au Québec et j'ai servi des premiers ministres et j'ai servi le Québec, peu importe le parti politique. Moi, je considère Éric et Louise des amis. J'ai énormément de respect pour eux. On a fait d'autres tribunes ensemble, on se voit des fois socialement. Donc, pour moi, je vois que le Québec a été à l'origine du Canada. Si le Québec choisit un jour de faire part, de devenir un pays, ce sera son choix. Moi, je vais travailler pour que ça n'arrive pas en souhaitant que les gens restent par consentement et par engagement. Mais on a fait des choses, on a fait quand même des progrès. Aujourd'hui, on peut être très fiers du Québec. Il n'y a pas un État fédéré sur la planète qui a un profil international comme le Québec. Pas un. Ça ne vient même pas près. Et aujourd'hui, on a notre mot à dire sur des questions de la Cour suprême, etc. Mais je ne veux pas faire un plaidoyer fédéraliste. Là. Je veux simplement dire qu'on peut être très fiers comme société. On est un beau modèle. Moi, je viens de finir, il y a quelques années, une campagne. Moi, un gradué de McGill, puis j'étais en charge de la campagne de financement de l'Université de Montréal. Et on a le plus grand nombre d'étudiants per capita après Boston en Amérique du Nord. Ce n'est pas un petit accomplissement. Puis on est des joueurs sur la scène et c'est à cause du Québec qu'on a éventuellement parti sur une négociation avec de libre-échange avec l'Europe. Et on était dans les délégations canadiennes qui ont négocié l'ALENA et tout récemment la CEUN. Donc, on est une société sans complexe. Et là, j'espère qu'un jour, on restera toujours ensemble. Mais de toute façon, d'une autre, on reste un modèle pour la société en général, c'est-à-dire la planète en général. J'en suis très fier. C'est pour ça que moi, je dis aussi fier d'être Québécois que d'être Canadien. Tout ça du Canada. Pardon? Tout ça à l'intérieur du Canada. Oui, c'est ça. Toi puis moi, on était sur le même côté. C'était ça notre argument. Mais je le fais toujours avec une attitude de dire que je n'ai pas gagné puis quelqu'un a perdu. Je l'ai fait dans une attitude que c'est gagne-gagne. It's a win-win proposition. Canada and Quebec together is a win-win proposition, but it's done out of respect. And if it ever changes because people have decided something else, well, I still think we're unique, to use Éric Bédard's phrase earlier. Moi, j'ai une question finale qui résume quelques questions qui ont été posées par des auditeurs, des gens qui posent la question que s'il y a une nouvelle coalition des forces souverainistes, si on pourrait gagner un autre référendum. Après
95, il y avait un sentiment que les forces du oui étaient à 55 000 voix de la victoire et que c'était un bloc solide, puis il fallait attendre que les vieux meurent, que les jeunes votent et que la victoire du oui serait gagnée. Maintenant, 25 ans plus tard, le Parti québécois semble en difficulté, même avec un nouveau chef. Est-ce qu'il y aura un autre référendum? Est-ce que Éric Bédard a dit qu'on vit la politique en termes de cycle? Est-ce que le Parti québécois a été le parti d'une génération comme l'Union nationale? Et est-ce qu'une autre génération va revivre le rêve de la souveraineté du Québec? Je vais reprendre cette question-là puisque je l'ai un peu, je vous ai donné le point de départ. Il y a deux choses là-dedans. Il y a la game, c'est-à-dire ce qu'on observe. Est-ce que actuellement c'est possible dans la game politique actuelle, puis etc. Puis il y a le fond des choses. La game, moi, j'aborde toujours ça avec beaucoup d'humilité parce que qui aurait dit que le Brexit passerait avec aucun parti politique au Parlement britannique qui l'appuyait? Qui aurait dit que Macron serait élu en n'ayant aucun des deux partis politiques qui ont fait l'histoire de la France des 50 dernières années au dernier tour de l'élection? Il faut aborder les questions de la game avec énormément de... Puis, tu sais, si on peut aller au côté négatif, qui aurait dit que Trump aurait été élu contre le Parti républicain lui-même à quelque part. Donc, il y a beaucoup d'humilité par rapport à la prévisibilité des mouvements politiques. Par contre, sur le fond des choses, il est certain que les observations que John a faites sont parfaitement justes. La société québécoise a évolué. Oui, comme Eddie l'a dit, elle a évolué à l'intérieur du Canada. Donc, le prochain, puis tantôt j'ai essayé de le situer dans le combat québécois des années 60-70 qui a connu son aboutissement en partie dans ce cycle-là au début des années 2000. Il y a beaucoup de ça qui était très orienté sur d'abord l'histoire récente. La langue, il ne faut pas oublier que pour des francophones, avoir des prêts dans des banques avant les années 60, c'était compliqué. Avoir un poste de direction dans une entreprise, c'était pratiquement impossible. Le CN nous disait qu'il ne pouvait pas trouver un administrateur francophone parce qu'il n'y en avait pas un de compétent au Québec. Il faut juste mettre les choses dans une perspective historique. Mais le prochain débat, s'il survient, il va se poser dans une autre question qui s'inspire exactement de ce que John Parisella a dit. Les Québécois ont plus confiance qu'ils ne l'ont jamais eu. Ils ont plus confiance d'ailleurs dans des segments où ils n'en avaient jamais fait l'expérience, notamment l'économie. Ils ont une voix dans le monde comme ils n'ont jamais eu. Elle est parfois pas au diapason de la voix canadienne sur plusieurs sujets. Puis ils ont une confiance personnelle pour être passés à travers beaucoup de choses où ils se disent on peut vivre des transformations ou ne pas les vivre dans le calme puis dans le respect. Donc, moi, je pense que s'il y a un autre cycle qui démarre autour de ça, ce sera un cycle qui repose, au lieu de reposer sur l'histoire récente et sur l'histoire linguistique, il reposera essentiellement sur la confiance et la conviction profonde que l'indépendance du Québec est un tremplin et non pas une réaction à ce qui s'est passé, est un tremplin pour vivre cette confiance économique-là de façon encore plus efficace, pour être un tremplin pour exprimer cette voix dans le monde-là de façon plus autonome et plus libre. C'est un tremplin, dans le fond, pour poursuivre l'accomplissement naturel de cette confiance personnelle-là dans la naissance d'un pays. Moi, je pense que s'il y a un autre cycle, il va s'exprimer autour de ça. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Oui, alors, il ne faut pas oublier que quand Lucien Bouchard a démissionné en 2001, il a dit que c'est parce que, entre autres, il y a plusieurs raisons, là. J'étais là, j'étais ministre dans le cabinet de Lucien, très près de lui, plus près que je l'étais de M. Parizeau, parce que comme Éric le disait, on vous voyait tous, M. Parizeau, c'est le général de notre armée, et puis on était tous des soldats bien alignés. Moi, la première, mais avec Lucien, j'avais une relation que j'ai encore d'ailleurs, de très profonde amitié. Et quand il est parti en 2001,
il a dit qu'il n'arrivait pas, une des raisons, c'est qu'il n'arrivait pas à reprendre la question nationale, justement. Il ne voyait plus par quel bout prendre ça. Alors, de cycle, moi, je vais le dire autrement, c'est que j'ai souhaité depuis longtemps que le Parti québécois change de génération, justement. C'est pour ça que j'ai appuyé Alexandre Cloutier 2 fois à la chefferie, et parce qu'on n'a pas réussi à transmettre ce flambeau aux gens qui ont 40 ans, puis qui aujourd'hui, justement, se demandent où le Québec s'en va exactement, puis quel serait l'intérêt d'un mouvement donc indépendantiste fort. Et moi, je suis très contente. J'ai repris ma carte du PQ à 5 $ pour 5 jours pour avoir juste le temps de voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon en me disant, voilà, c'est à leur génération, en effet, s'il y a un nouveau cycle, ça ne peut pas être les gens, là, les vieux, ben, c'est ça, là, ils votent encore comme moi, en tout cas certains pour le PQ, mais il faut se transmettre donc le flambeau à la nouvelle génération. Là, c'est fait et je le souhaite. Et je termine en disant que moi, j'ai toujours été indépendantiste par ambition internationale pour le Québec. Alors, il y a de l'espace, il y a de l'espoir, parce que dans le monde dans lequel on vit, il peut y avoir pour le Québec une belle place, une plus belle place, une plus grande place. Parce qu'Éric le disait, on n'est pas toujours au diapason, on a quelque chose à dire au monde. Voilà. Graham, maybe I could just say a few words. One thing is, not sure about cycles in the future that may not happen. Talk a little bit about the present, where I think Quebecers are fundamentally proud to be both Quebecers and Canadian, and that's been very important. After Mr. Bouchard left, I think it was in the government of Mr. Landry that using the Constitution, one of the most important reforms in Quebec were made with the cooperation of the federal government, and that was the secularization of the school system, to get it to repeal the part of the Constitution that required religious schools to language schools. And that was all done within Canada, and I think it's had a tremendously important. I think it's been tremendously important in Quebec. So it was done again within Canada. Where we're going in the future, I agree with what John said, what Eric said, what Louisa said, that we do it in a way that is respectful. I think even we went through a very polarized time, and nobody liked it. And when you look at the polarization south of the border right now, I think we're pretty proud that we're not going through that right now in Canada. And I would hope that we don't go back to that polarization. Because as I said earlier, we could, I respect, we respect each other's position about, we're fundamentally proudly Canadian, don't believe that it's in Quebec's interest to separate. Others think it's in Quebec's interest to separate. That's fine, but it polarizes the society. And that's the last, I think that a polarized society is the last thing we need. I won't go into one of the comments I would have made, but when we keep talking about how 20,000 votes one way or the other would have made a difference, we shouldn't forget that the question was not a clear question. And the question was designed to get a yes answer. It wasn't the question that Mr. Parizeau wanted to ask at the beginning. He was afraid of, as Mr. Landry talked about, the charge of the Light Brigade. So, I'm not sure if it was a clear question, whether it would have been as close a result, but that's all hindsight. And I think we have to look forward, and we have to look forward to how to work in cooperation. I think, we should be very proud of what we've been able to build. We can have differences of orientation, and I tend to agree that cycles are hard to define ahead of time. And I'm totally against, I work against polarization. I think it doesn't make us progress. But I do think that we can be very proud of what we've accomplished as a society. I think Quebec makes Canada better, and I think Canada is an idea and a concept that allows Quebec to grow.
and to reach its potential. Maybe someday it might end up with a different destination. I respect that. I don't share it, but I respect it. But I think that, you know, Quebec's diverse today. Diversity is very much a part of Quebec. And it's not just one segment of the population that we should be thinking about. It's all people. And I think Quebec is a model in the world, and along with Canada as well. Peut-être, je dirais, moi, je suis rendu à un point dans ma vie où le gros de mon travail est derrière moi, mon engagement politique est derrière moi. J'étais très fier de travailler au Québec et pour le Québec, mais très fier de rester et d'être encore Canadien. Mais je pense que je voulais juste peut-être vous laisser sur une note très personnelle qui résume comment je suis attaché. Tantôt, on a parlé de M. Parizeau avec le commentaire du soir du référendum. Techniquement, moi, j'ai le profil de ce qu'on appelle l'ethnique au bout de la ligne. M. Parizeau, c'est un homme qui m'a toujours traité avec énormément de respect. Et moi, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Puis aujourd'hui, je suis fier de dire qu'il y a un comité d'honneur pour honorer la mémoire de M. Parizeau. Et Mme Lapointe m'a demandé, Lisette Lapointe, de faire partie de ce comité d'honneur-là. J'en suis très fier. Donc, c'est ça aujourd'hui, le Québec. Et je termine sur cette note-là. John, I think that's a good note to end on. I'd like to thank Daniel Bénin for having organized this roundtable. Thank all of you for participating. Je pense que on peut être fier du fait du grand respect que tout le monde a démontré entre chacun pour chacun. And if I have an apology to make, it is to the many people who asked questions that I did not have. We could have gone on for the rest of the day. Some of the questions had already been dealt with. Others, unfortunately, we just didn't get a chance to get to. But I'd like to thank everybody for their participation and express my great respect for everybody who participated in this panel. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Merci tout le monde. Merci évidemment à Graham Fraser pour sa modération très efficace. Merci à Louise Baudouin, Eddie Goldenberg, John Parizella et Éric Bédard. Je pense que c'était une discussion fascinante. Moi, à l'époque, j'étais étudiant. J'ai voté évidemment en 95 et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Ça a vraiment marqué l'imaginaire collectif au Québec et ailleurs au Canada aussi. Les gens regardaient ça de près et ça a été un moment vraiment intense de notre histoire. Et je suis heureux qu'on ait pu contribuer, notre institut, en collaboration avec le programme d'études sur le Québec, à organiser cet événement-là. Donc, on a beaucoup d'événements qu'on organise ici à McGill sur le Canada et le Québec. Et l'événement dont je veux attirer votre attention en terminant, c'est en fait une rencontre avec David Lametti, donc le ministre de la Justice au fédéral. From Lectures to Lawmaking, a conversation with the Honorable David Lametti. That will be on November 19 at 7 p.m. That's online, of course, because of the COVID situation. You can go on our website. It's just McGill/MISC, M-I-S-C, and then you can see all the information about our events. We have also une page en français, donc notre page à l'Institut d'études canadiennes et aussi pour le programme d'études sur le Québec est aussi en français. Donc, on est dans les deux langues et vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos activités, y compris cette conversation avec David Lametti qui s'en vient donc le 19 novembre. On vous remercie de votre attention. On espère vous revoir bientôt. Thank you very much and enjoy the rest of your day. Bye-bye. It was fun. Yeah. It was great. Are we still still on the air? I think we have to Thank you, everybody. It was terrific.
Your Yeah. clinic. It was nice to be with all of you. It's an honor for me. Great. Thank you very much for inviting me. Thank you, Merci. guys. Merci. Louis. Merci tout le monde. beaucoup. Au Okay. revoir. Au Bye. revoir. Au revoir. Merci à tous. Bye bye. 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 Nice job, Danielle. Great job. So we are off the air now, right? Well, yeah, we're recording. there's I'm just still stopping my simultaneous. recording now. There's still a Good. few people here. Thank you. It went well. Huh? How many people did we get at the peak? 118 or 120 or something, Bruce? Oh, that's very good. That's very good. I think it went really well. Thank you very much for your help. Good. And things went well on the simultaneous translation front as well? Yeah. Yep. Good. Nice job, Bruce. Yep, that worked well. Thanks, Bruce. Pleasure. I think you will work with us as well with Lametti, right? Are you booked for that event in November with David Lametti? No, don't think so. No. Not yet. Okay, but we'll probably contact you about this. We have several events we'd like to do with you online over the rest of the academic year. So we'll be in touch with you. Sounds great. Thank you. All right, take care. Bye-bye. Bye. Take care. Bye. Bye, Danielle. Okay, so how do we remove the attendees? I don't Oh. think we have access because Yeah, we're is Bruce still there or did he disappear? Yeah, there's still some attendees there, a handful. Yeah, that's what I thought. Yeah. As a host, do you have the power to remove them or they're going? Blair there? No. no, Blair's gone. Okay. Just the three of us and 10 attendees. But they can hear us, of course. Right, I would imagine so. Anyway, that went well, Bruce. Thank you very much for all the help. I think we got a nice recording done. Yep, it's good from my end. Yeah, I was switching from speaker view to gallery view. So, and then I decided like you, okay, we're not going to go to speaker view for Yeah. one of the, yeah, it was just, I think static image would have been better. Yeah. Right. Thank you. Yeah, we still got 10 attendees on there. So Cool. I think I'll Jeanette. we'll catch you on the James is your brother, Bruce? Yeah. Yeah, gotcha. Cool. All right. Okay, so I guess we'll sign off, Bruce. Yeah, thanks very much. Thank you. And I don't know if we'll see you on the 17th, not sure, but hey, take care and hope to see you soon.